Salut, c'est Rose. Vous écoutez Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Voici la suite de l'histoire de Laurent, ancien berger et aujourd'hui soigneur animalier au refuge Groing-Groing. Dans la première partie, Laurent nous a parlé de son quotidien de berger, de ses aventures plus ou moins réjouissantes dans ce métier et de son coup de foudre pour l'agneau Pimousse qui le suivait partout. Des rencontres, il en a encore beaucoup à nous raconter. Un loup, une chienne, un cochon, une vache, une écrevisse. Autant d'individus qui ont croisé son chemin et qui ont changé sa vie. Voulez-vous savoir comment ? Alors ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. C'est parti ! Vous nous avez raconté l'histoire touchante de Pimousse, que vous avez en quelque sorte sauvé et avec qui vous avez eu un lien très fort. Pensez-vous que les éleveurs et les éleveuses ressentent aussi le besoin de tisser des liens privilégiés avec certains individus ? Alors, les éleveurs, les bergers, ils ont un attachement à leurs agneaux, mais ils s'en préservent. Ils s'en préservent 98% du temps, justement parce qu'ils doivent prendre la décision. Et donc, pour ne pas être trop affectés, ils décident de mettre une barrière qui se fissure énormément avec l'âge. Parmi mes premières patronnes, moi, il y avait la grand-mère. Je travaillais avec une petite fille, une mère et une grand-mère, donc 3 générations, qui m'expliquait en fait, donc elle avait toujours été bergère. Elle avait 75 ans, ça faisait 70 ans qu'elle était bergère, et elle connaissait les moutons comme personne. Elle avait une sensibilité, elle soignait énormément. C'est elle en fait qui s'occupait de tous nos petits orphelins, c'est elle qui donnait les biberons, c'est elle qui... Et en fait, elle me parlait que elle était déjà en dépression parce que elle s'en voulait, et elle s'en voudrait toute sa vie. Parce qu'elle me l'a dit avec ces mots-là, en fait, que d'avoir envoyé certains animaux, dont certains cadets, à l'abattoir. Et elle a même jusqu'à été me dire que elle se réveillait la nuit en entendant des bêlements. Et que c'est un truc qui l'a hantée littéralement. Que jamais elle s'en remettrait. Et elle me parlait en particulier, en fait, de 2 de ses familiers. D'habitude, les familiers, ils meurent dans le troupeau. En fait. Mais là, pour une raison exceptionnelle, elle les a envoyés à l'abattoir, elle ne se l'est jamais pardonné. Et ça la rendait très très triste. Et pour avoir surpris une discussion entre elle et la petite fille, elle regarde une fois la grand-mère et elle dit « Et nous, de toute façon, avec tout ce qu'on a envoyé déjà, donc tout ce qu'on a, le nombre d'agneaux qu'on a envoyés, parce qu'ils étaient assez catholiques en plus, on ne l'emportera pas au paradis. » Ah oui. Et donc, même la petite fille, c'était la première de toute la lignée à se poser la question. C'était très difficile pour elle de ne pas être dans le schéma, comme on a toujours fait comme ça. C'est le problème de l'élevage en France, on a toujours fait comme ça, alors pourquoi changer ? Et c'est la première qui disait, je vais peut-être arrêter les agneaux à viande, je vais peut-être passer en laitier pour réduire le nombre, ce qui est déjà un pas énorme pour elle. Oui, par rapport à son passé familial. C'est ça. En fait, de changer les habitudes à ce point-là, et c'est la toute première qui a commencé à se poser la question. C'est fou, mais après 200 ou 300 ans d'héritage familial, en fait, elle avait beaucoup de caractère, beaucoup de force quand même, rien que pour se poser la question, parce qu'elle n'arrivait pas à vivre ça. Moi, je les voyais en pleurs quand le camion d'agneaux partait. Mais déjà 3-4 jours avant, je sais que c'était pas la période la plus joyeuse du monde, et 3-4 jours après, je sais que c'était une période de grande tristesse. Et pourtant, elles avaient donc l'expérience, elles savaient ce qu'elles faisaient. Elles avaient mis le mur, le fameux mur, mais ça craquait. Ça craquait à ce moment-là, en fait, et c'était très difficile pour elles de le vivre, en fait. Mais alors, elles voulaient changer pour du laitier. Ouais. Mais bon, alors je sais que vous n'avez pas fait de laitier, donc vous n'êtes pas expert, vous n'avez pas vécu l'élevage laitier, mais il me semble que en laitier, c'est pareil, on en voit aussi à l'abattoir. C'est pas mieux, mais ce qui change, en fait, c'est la taille du troupeau. Oui, donc, c'est ça. Incontestablement, au lieu d'envoyer 500 agneaux, on en envoie 25. Enfin, 25 ou 50, quoi, sur les gros troupeaux laitiers, sachant qu'il y a quelques femelles qui restent, malgré tout. Les mâles, pas de chance. Les mâles,
ils partent, quoi. D'une manière ou d'une autre, ils sont inutiles. Mais c'est surtout le nombre, en fait. On on divise par énormément, puisqu'un troupeau laitier, en moyenne, je parle pas des gros troupeaux du Roquefort, ou etc., hein, où là, on a affaire à 500 ou 600 brebis laitières. C'est une usine, là, hein. Ah oui. Là, je parle vraiment, en fait, du petit fromager de montagne, en fait, qui a, 50, 60 brebis. Ouais. En fait. Et sur les 50-60, il y en a les 3/4 qui vont donner à l'agneau. Et donc, du coup, ça réduit à 15 ou 20 le nombre d'agneaux qui vont partir. Oui, donc en fait, c'était plutôt le nombre d'individus qui C'est ça, qui hantait un petit peu. Elle se posait la question de savoir si ça serait moins douloureux, quoi. Moins douloureux de faire ça comme ça. Moins douloureux, mais moins douloureux pour elle, pas pour les agneaux en question. Moins douloureux pour son âme. Pour son âme, moins douloureux. De croyante catholique. C'est ça, moins douloureux pour sa conscience. Voilà. Alors, vous nous avez dit plus tôt que vous étiez un berger pro-loup, ce qui doit pas être si courant que ça. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Qu'est-ce que ça implique ? Ça veut dire déjà qu'on est un traître. Ah oui. Dans le milieu de l'élevage, on est de plus en plus à l'accepter. Moi, j'ai appris le métier assez tardivement, hein, parce que j'ai appris à l'âge de 35 ou 37 ans, un truc comme ça. Il y a eu toute une vague de nouveaux bergers, en fait, où en fait, on a appris le métier avec la présence du loup. Donc, on sait qu'il était là. Il n'a pas disparu et on l'a subi quand il est revenu. Parce qu'il est revenu dans les années 90, par l'Italie essentiellement. Et donc nous, on a appris le métier en sachant qu'il y aurait le loup, toutes les complications qui vont avec. Et certains sont devenus anti-loup, clairement, parce que ça complique la vie. Et puis parce que émotionnellement, ça c'est une ambiguïté que j'ai absolument pas compris. Parce que j'ai pas tout compris. Et émotionnellement, c'était difficile pour eux de retrouver des brebis attaquées. Donc en fait, quand ils subissaient une attaque de loup, parce que le loup harcèle beaucoup, hein, c'est pas tout rose non plus. Il faut pas imaginer le loup d'un romantisme absolu. C'est quand même assez cruel, si je peux utiliser ce terme. Mais c'est quand même, c'est un animal, c'est un prédateur. Donc c'est un prédateur qui tue. Et s'il n'y avait pas de troupeau en moutons, il tuerait, mais de la faune sauvage, en fait. Mais là, c'est parce qu'on peut le constater. Et il tue pas juste une brebis à la traîne pour aller la manger, il part en frénésie. Donc une attaque de loup, c'est rarement une brebis morte. On en retrouve toujours quelques-unes de tuées ou encore agonisantes. Et c'est ça qui est difficile, en fait, c'est quand il faut tuer, quand il faut abréger les souffrances. Moi, j'ai dû le faire sur un agneau, ça n'a pas été rigolo. Enfin, sur une très jeune brebis que j'ai retrouvée là à 20 mètres, un loup m'a attaqué une brebis à 20 mètres, je ne m'en suis pas aperçu. Ah mince. Ouais, j'avais mes chiens, il y avait les chiens de protection, j'étais avec un pote et c'est mon chien qui l'a retrouvée en fait. Elles étaient dans un enclos ? Non, c'était pendant les gardes. C'est-à-dire en fait c'était pendant le parcours qu'on faisait le soir et on savait qu'il y avait un loup de passage ou deux parce qu'on était dans une zone où il n'y avait pas de meute établie, mais du passage parce que les loups, on ne sait pas grand-chose d'eux en fait au final. Ils sont étudiés mais on ne connaît pas tellement le loup. Mais par contre on sait que si il y a la place pour 7 loups dans une meute à tel endroit, il n'y en aura pas 8. Et donc le 8e il s'est expulsé. Et donc nous on était entre deux grosses meutes et donc on avait du passage. C'était souvent des ados qui n'étaient pas experts en chasse non plus, parce que parfois on voyait un peu leur maladresse, parce que ils ont besoin d'apprendre à chasser aussi. Et en fait, parfois on voyait des petites maladresses ou des brebis qui avaient été un petit peu blessées, mais bizarrement. C'était pas net, alors qu'un loup vraiment adulte confirmé, c'est chirurgical. C'est un coup de croc. Et c'est fini. Je me demande si la frénésie dont vous parlez, c'est pas dû justement à cette jeunesse et à cette au fait de pas savoir en fait chasser. Si, c'est ça, parce que c'est souvent en fait des individus solitaires. Une meute, et en fait ça on a quand même découvert ça, en fait, c'est qu'il faut jamais abattre le chef de meute, parce que le chef de meute, c'est lui qui va tenir la meute et il va décider que telle brebis, admettons, on parle d'une brebis, doit être abattue. C'est pas celle d'à côté, c'est celle-là. Et donc en fait, il y a une hiérarchie tellement forte que c'est celle-là et pas autre. Et donc, ils vont pas se déchaîner sur toutes les autres. Et ça, on le sait. En fait, ça, on l'a découvert, c'est acté. Voilà. Il y a quelque chose de plus équilibré, en fait, d'après ce que je comprends, quand c'est mené par un individu qui a de l'expérience. Oui, c'est ça. Et Mais les meutes s'attaquent à des troupeaux aussi, ou c'est que des solitaires ? Ou c'est les deux ?
Ah oui, 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 si. Quand le malheureux berger qui garde un troupeau sur une zone de meute, il a une perte énorme. D'accord. Voilà, parce qu'on considère que c'est une perte, du coup. C'est une grosse perte. C'est une perte parce que quoi d'ailleurs? Sentimentalement? Sentimentalement, oui, déjà. Financièrement, parce qu'il y a les brebis qui sont mortes, Oui. donc qui sont indemnisées. Oui. Qui sont indemnisées, mais il y a les brebis qui fuient, Ouais. parce qu'elles vrillent, en fait. Suite Elles ont à une peur. attaque, en fait, elles vrillent, ouais, voilà, et en fait, il y a un système qui se déclenche, en fait, et elles font nimp. Elles font n'importe quoi. Et donc, en fait, c'est des brebis, il y a toujours des brebis qu'on ne retrouve pas. Et Ah après, oui. il y a les brebis qui, de stress, avortent aussi. Ah, oui, d'accord. Et donc, ça fait que, en soi, une attaque de loup, c'est jamais juste là où les 2 ou 3 brebis qu'on retrouve mortes qui est engendré. C'est un peu plus gros que ça. Et donc là, l'indemnisation ne concerne que les brebis décédées. Qu'on retrouve. D'accord. Et qu'ils ont été, il y a un expert qui passe, qui détermine si c'est une attaque de loup. Oui, donc il y a quand même une perte effectivement financière. Il y a une perte financière. Forcément, parce qu'il y a des brebis qui se sont égarées. C'est ça. Mais c'est surtout que les éleveurs et les bergers n'aiment pas le loup pour le stress qu'il apporte. Parce que toute la nuit, parce qu'on dort à côté, quand on est en alpage, on dort à côté du troupeau, littéralement. On est souvent dans une caravane, un chalet, un machin. Et en fait, pendant toute la nuit, en fait, t'as les patous qui vont aboyer. Alors, les patous. Qui sont les patous? Les patous, c'est des chiens assez merveilleux en soi. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé les patous. C'est ces gros chiens blancs, comme Belle et Sébastien, qui naissent dans la bergerie, au milieu des troupeaux, qui sont là uniquement en fait pour protéger. C'est les gardiens du troupeau. Et donc ils sont là en fait pour éloigner le loup, ou lui faire face. Après, patou, c'est vraiment une race. C'est les montagnes des Pyrénées, c'est ce qu'on appelle les patous. Après, globalement, on n'appelle pas tous les chiens de protection, parce qu'il y a d'autres races. Il y a les bergers d'Anatolie, il y a des races portugaises, espagnoles, bref, toutes les races, des matins espagnols par exemple, en fait, toutes les races qui sont là pour protéger. Et donc en fait ça, c'est des chiens qui ne font pas peur aux brebis. Ils n'ont pas d'instinct de prédation, contrairement aux... Et ils donneraient leur vie pour protéger les brebis. Ok. Et en fait, même on voit souvent en fait, quand, en période de chaume, les patous, ils dorment au milieu des brebis. Les brebis, elles sont adossées elles dorment contre le patou. Ils font un câlin au patou. Et contrairement en fait aux chiens de conduite, qui sont souvent des bordeurs ou des bosserons, qui eux sont souvent des petits chiens noirs, les patous des gros chiens blancs, les chiens de conduite des petits chiens noirs souvent, parce que le noir c'est plus prédateur. Ah bon? Ouais. Non, mais c'est vrai. Il y a cette symbolique-là, mais c'est symbolique ou Non, c'est vrai. En fait, c'est prouvé en fait qu'un chien qui a les oreilles dressées, qui regarde dans les yeux, qui est foncé, correspond plus à un archétype animal du prédateur. Alors que le patou a les oreilles tombantes, il est clair. Il est clair, il est calme. Ouais. Il regarde pas dans les yeux. D'accord. Il est plus serein. Donc les patous protègent les troupeaux, mais il y a quand même des attaques. Bon, après, sur 500 brebis, j'imagine, c'est les troupeaux de 500 ou 1000 brebis, c'est ça dont vous nous parliez. C'est difficile de garder vraiment 1000 brebis Déjà, on a toujours certaines vieilles, certaines malades, certaines blessées qui vont rester un peu derrière. On sait qu'elles, on va pas, un jour ou l'autre, on les retrouvera pas. Parce qu'il est très opportuniste, le loup. Et puis, pourquoi aller oser de se confronter à des patous? Parce que c'est un risque pour lui. Il est opportuniste. Il va pas prendre un risque inutile. En fait, si, pour le même résultat, il doit attendre 1 heure qu'il y ait une brebis qui se sépare, on ferait tous comme lui, en fait, dans cette situation. On choisirait la facilité, en fait. Pourquoi est-ce que vous êtes pro-loup, alors, à ce moment-là? Parce qu'il y a quand même, comme vous le disiez, c'est beaucoup d'inconvénients, du risque... Ouais, pourquoi moi je suis pro-loup? Parce que, déjà, il fait partie de la vie. En fait, il fait partie de l'équilibre. Parce qu'il est fascinant. Parce qu'il est beau. Qu'est-ce qui vous fascine avec les loups? Ou qu'est-ce que vous trouvez beau? Ce charisme. Ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer, moi, une fois très très près, mais les yeux dans les yeux à 10 mètres. En fait, c'était un soir, je rentrais mes brebis dans le parc, parce qu'on les enferme en parc la nuit pour les protéger, on met les patous dedans, comme ça on sait qu'on n'a pas d'attaque nocturne. Donc c'était vraiment le soir, j'étais sous les arbres, sous des grands hêtres centenaires. Tout était beau, tout était calme.
Et en fait, en rentrant les brebis, on sait qu'il y a toujours des lots qui arrivent tranquillement par derrière et tout. Et là, je venais de nourrir les pâteaux à l'autre bout du parc. Et d'un coup, en fait, j'entends comme un bruit de galop. Tadam, tadam, tadam. Et là, en fait, je vois 10-15 brebis qui descendent vers moi, mais très rapidement. Pas juste au petit trot, histoire de rejoindre les copines, qui descendent, mais vraiment en panique. Et là, tout de suite, moi, j'ai senti le truc. On en revient à ce ressenti. Et derrière, en fait, je vois comme une ombre qui se faufile comme ça. Et je crie un coup. Oh. Et là, je vois 2 yeux jaunes dans la pénombre qui viennent pareil, genre tremble, là, j'en frissonne, qui viennent se planter dans les miens. Tac, il était là à 10 mètres, quoi. Et le temps que je réagisse vraiment ce que c'était, parce qu'on met du temps, en fait, on l'attend tellement pas. Pourtant, je savais qu'on était dans une zone loup, pourtant, je savais qu'il y en avait un qui nous tournait autour depuis 15 jours, 3 semaines, je le savais. Mais c'est tellement... Et j'ai eu le temps de prendre mon bâton, j'ai levé mon bâton, j'ai couru après, parce que moi, je voulais pas garder avec le fusil. Il y en a il y a des éleveurs qui demandent à garder avec le fusil, au moins pour tirer en l'air. Moi, j'ai toujours refusé ça. Dès le départ, j'aurais dit non, moi, je fais pas ça. Et donc, j'ai couru après en disant va-t'en, c'est pas ton tien. Voilà, c'est à moi ici, tu vois. Et donc, il a fui. Mais ces 2 secondes d'échange, j'ai compris pourquoi dans certaines sociétés tribales, il était vénéré. Parce que c'est un tel charisme. Prenez le chien que vous avez rencontré qui a le plus de charisme, le plus de présence, qui en a imposé le plus, on en est très loin. Mais c'est au-delà. Et en plus, moi, je l'ai vu en chasse, quoi. Je pense que c'était un jeune parce que c'était assez maladroit. Parce qu'en fait, un loup confirmé, tu le vois pas. Tu le vois pas tuer, tu le vois pas chasser. Okay. Et donc, c'est un charisme hors du commun. Hors du commun. Et puis c'est beau, quoi. Ouais. Et puis c'est le plus bel animal selon moi, c'est le plus bel animal de la Terre. J'arrive pas à voir un plus bel animal, moi perso, quoi. Et ça a été aussi une des raisons pour laquelle j'ai voulu être berger, je voulais vivre dans la nature. Et si j'avais moyen de le rencontrer, c'était un plus. Et sur les 5 ans que j'ai fait berger, j'ai réussi à le rencontrer. J'ai même rencontré 2-3 fois, mais plus lointainement. D'autres loups ? D'autres loups, ouais, d'autres loups. Mais ouais, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir. Certains bergers ne le voient pas pendant 40 ans, quoi. Mais c'est étonnant parce que c'est pas forcément pour polémiquer, mais pour comprendre un petit peu, parce que les bergers ou les éleveurs qui retrouvent certes des animaux morts, certes qui ont des pertes économiques et financières et tout ça, enfin, le premier argument que souvent on entend contre les loups, c'est horrible, il a tué mes brebis et je les ai retrouvées mortes. Et c'est un peu ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire que c'est le fait de les retrouver agonisantes ou mortes. Bon, mais je veux dire, elles sont destinées à mourir, mais sur 500 brebis, elles partent toutes à l'abattoir, pratiquement. Elles partent toutes à l'abattoir. Donc en fait, c'est ça que j'arrive vraiment pas logiquement à comprendre. S'il y a financièrement une aide, donc les chiens, c'est une aide de l'État aussi, je crois. Bien sûr. Il y a 3 aides, en fait. Il y a les filets pour faire les parcs. Ouais. C'est des parcs en filets souples et qui se démontent et qui se remontent facilement. Et en fait, on fait les parcs un peu où on veut. Donc pour les enfermer la nuit, essentiellement, ou pendant la chaume, pour être tranquille. Il y a les chiens de protection et il y a le berger. Et ça, c'est pareil. Moi, en fait, à 95%, j'étais payé par l'État. Ah. Ouais, en tant que berger, j'étais la première mesure anti-loup. Alors d'ailleurs, les bergers employés comme je l'étais anti-loup, je comprends pas, parce qu'en fait, ils seraient pas là s'il n'y avait pas le loup. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris. Les éleveurs ne peuvent pas payer un berger, quasiment. Comment ça se fait, ça ? C'est pas rentable, l'élevage de moutons ? Non. Ah non, déjà, c'est le parent pauvre de l'élevage, tout court. Le mouton à agneau, en fait, c'est le bas de l'élevage, quoi. C'est archaïque au possible. Tous les systèmes de financement, c'est obscur, c'est archaïque. Ils savent même pas s'ils vont être payés, indemnisés. C'est toujours en retard. Et en fait, ils vivent pas de leurs produits. 90%, c'est de l'aide. 90-95%, c'est que de l'aide de l'État. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi continuer, du coup Je sais pas. Alors, certains bergers annoncent... Alors ça, c'est pareil, c'est un argument qui m'a toujours fait un petit peu rigoler. Oui, mais nous, on est les jardiniers de la montagne. Alors, vas-y, développe. Oui, mais si on n'est pas là, qu'on ne fait pas pâturer la montagne se referme, la forêt reprend le dessus. Et donc, du coup, ça va annuler un écosystème.
Parce qu'en fait, ça a créé en 2000 ou 3000 ans, parce que ça fait bien 4000 ans en fait qu'il y a eu un pâturage. Oui, bien tassé. Ouais, Et donc en fait, ça aurait eu le temps en fait de créer, d'amener une nouvelle flore typique de ces machins. Mais en fait, si on prend un peu de recul, mais ça doit déranger qui que la montagne elle se referme, à part l'humain? Les animaux, ils vont largement préférer être en forêt quand même. Largement. Largement. Donc en fait, c'est un faux argument en fait. Et même c'est bidon parce que même sur les stations de ski, parce que les stations de ski l'été, elles servent de pâturage. Et même là, ils ont tellement d'argent les stations de ski qu'ils passeraient un coup de débroussailleuse, de dameuse. Et puis donc non, le métier de berger, c'est plus que du folklore. C'est plus que du folklore. Du folklore qui envoie des millions de. Oui, mais ça on ne montre pas comme ça. Non, mais voilà. Je veux dire, c'est bien de le dire. Ouais. Je crois qu'il y a... Enfin, j'ai un petit chiffre, c'est rare que j'en donne, mais j'ai un petit chiffre sous les yeux. C'est 5 millions de moutons qui ont été tués à l'abattoir en 2018. 80% de ces moutons étaient des agneaux. Ça corrobore donc ce que vous nous dites. Tout ça pour du folklore. Ouais, c'est ça. C'est ça. En plus, en France, on n'est pas une nation mangeuse d'agneaux. Traditionnellement, on en mange Pâques. Un petit peu. Ouais, il y a Pâques et peut-être Noël, je sais pas. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, moi, j'estime de mon point de vue, certains ne seront pas d'accord avec moi, mais comme je vous disais, je suis un peu un traître à l'élevage, mais que c'est quelque chose qui ne sert pas. Ça ne nourrit pas. Ça ne nourrit pas les gens, parce qu'il y aurait éventuellement cette raison. Ça pourrait être une raison qu'on pourrait comprendre. Mais là, non. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça pour maintenir les montagnes. C'est juste pour entretenir oui, cet idéal, cette image d'Épinal. Parce que ça fait top en fait d'avoir un berger sur la montagne pour les touristes. Les touristes adorent les bergers. Moi, quand je gardais, j'étais sur une petite montagne dans les Alpes d'Haute-Provence. L'hiver, en fait, je faisais un petit tour là par des ruines et tout. C'était super. Et c'était un coin de pique-nique. Ah, mais les gens, ils passaient le meilleur moment de leurs vacances à me parler 10 minutes avec moi, en fait. Mais véridique, quoi. Voilà. Parce que c'était... on est hors du temps. On est dans un roman de Giono. Ouais, oui, dans les Alpes du Sud. C'est là que je l'ai entendu, ouais. C'est sûr. Donc voilà, moi j'en suis à cette conclusion-là, en fait. C'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui est issu d'un temps oublié, en fait. Qui n'a plus de raison. Alors aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter de travailler en élevage. Vous avez décidé d'arrêter d'être berger, mais vous continuez votre métier en compagnie d'autres animaux. Vous êtes soigneur au refuge Groing-Groing. Oui, je suis soigneur au refuge Groing-Groing là, depuis 1 an maintenant, parce que j'ai toujours voulu soigner les animaux. C'est un lointain rêve. Moi, je me souviens que tout petit, ce qui m'a fait le plus rêver, c'était mon album Panini. Pour les vieux, en fait, ils comprendront. Où, en fait, il y avait tous les animaux de la savane. Et moi, je rêvais, mais vraiment d'être vétérinaire, mais de savane, d'aller soigner des girafes, des lions, un peu comme Daktari. Et donc, j'ai toujours eu cet attrait pour les animaux, cette curiosité aussi. Et c'est comme ça aussi que tout doucement, j'en suis arrivé où je suis là. Et j'ai toujours adoré les chiens. Et ouais, les animaux en général, ça m'a toujours stimulé, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose en moi. Vous avez la chance de vivre avec un chien en ce moment ou... J'ai 3 chiens. Ok. Ouais, j'ai mes 3 chiens en fait. J'ai ma première chienne qui m'a énormément appris sur les animaux, c'est elle qui m'a fait devenir berger indirectement. En fait, on m'avait offert un cadeau d'un stage de chien de troupeau, parce que c'est une race de berger. C'est un bouvier australien, mais c'est une race de berger. Et c'est mon premier contact vraiment avec les moutons. Et donc, indirectement, en fait, le premier déclencheur, ça a été elle, en fait. C'est le chien de ma vie. Spécial dédicace à Istia. On l'embrasse. Oui, c'est ça. Donc, quel est votre quotidien maintenant en tant que soigneur? Si on voulait comparer, par exemple, le métier de berger avec ce que vous faites en ce moment chez Groing-Groing, est-ce qu'il y a... Quelles sont les grandes différences ou les grands points déjà, communs? toute la finalité. Ouais. Déjà toute la finalité et le fait que le refuge Groing-Groing soit un sanctuaire, qu'on soigne pour soigner, pas pour leur demander quelque chose. On les utilise pas.
Et donc, on les connaît, on connaît leur personnalité, tous. Sur la centaine d'animaux présents à Groing-Groing, je les connais tous. Je connais pas tout à fait encore leur caractère à chacun, mais une bonne partie. Je sais que Barney, c'est lui qui chante. Je sais que un tel, il fait ça. Je sais qu'un tel est plus timide. Je sais que... Et c'est ça la différence majeure, c'est que je suis utile. Enfin, moi, je me sens utile. Je me sens en accord avec mes convictions. Parce que je suis là pour faire du bien, pas pour utiliser, pas pour exploiter. Parce que je n'avais pas encore utilisé ce terme, en fait, mais j'exploite pas. En fait, c'est eux qui m'exploitent un peu. mais je préfère comme ça. Et alors, est-ce que vous avez tissé quelques liens avec certaines... Alors, en arrivant à Groing-Groing, déjà, je connaissais pas les cochons. Hein. Alors, on va parler essentiellement des cochons, parce que Groing-Groing, c'est les cochons, il n'y a pas que des cochons. Hein. Il y a plein d'autres animaux. Par exemple, j'adore Fantomette la vache. Mais c'est une de mes chouchoutes, clairement. Mais on a des chouchous, forcément. On a des petits chouchous. Moi, il y a des cochons que j'aime beaucoup, beaucoup, en fait. Ah oui, qui ? J'aime beaucoup le duo Barney et Hank. Alors, qui sont Barney et Hank ? Et ils sont tous les deux dans un tout petit lot, en fait. Et Barney, c'est un père câlin. Et Hank, c'est un père jaloux. Donc, en fait, si on fait câlin à l'un, on a l'autre. Et ils sont physiquement tous les deux assez différents. Il y en a un qui est noir, l'autre qui est blanc taché. Ils se ressemblent pas en grand chose, mais ils sont toujours fourrés l'un envers l'autre, en fait, avec cette micro-rivalité entre les deux. Et je trouve que ce duo est très, très rigolo, quoi. Très, très rigolo. J'aime beaucoup Nala, la grosse truie aveugle, qui est hyper joyeuse. Elle est joyeuse, elle est joueuse. Et puis, respect, quoi. Respect, elle ne voit rien. Si on ne le sait pas, on ne le voit pas, quoi. Et puis, on a plus de tolérance pour elle, même si elle bouscule, c'est pas grave, on le sait, en fait. Donc, c'est pas, voilà. J'aime beaucoup les moutons, forcément. Ah, donc il y a quelques brebis, oui. Il y a 5 brebis, ouais. Et un bélier ? Il y a 4 femelles et un mâle, ouais. C'est ça. Voilà, que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que vous sentez quelque chose de différent avec ces brebis par rapport à celles que vous avez côtoyées On leur demande rien. Hein. Oui, elles sont tranquilles entre elles, dans leur pâture. On leur fout une paire royale. Elles sont apaisées, quoi. C'est les conditions le mieux possible pour elles. En fait, parce qu'on leur demande rien, on leur impose pas le chien, on leur impose pas d'aller manger à telle heure, selon telle condition, on leur impose pas de manger ça ou ça. Voilà, elles ont à profusion un champ d'herbe qui est suffisamment grand pour qu'elles aient de l'herbe toute l'année. C'est frais, en ce moment elles se régalent parce qu'avec la pousse du printemps, là, il y a les trèfles qui poussent en dessous et tout, l'herbe qui est super verte, un peu sucrée comme ça, elles adorent. Et non, c'est top là, pour elles c'est top là. Il faut les tondre, non, quand même ? Il faut les tondre. Ouais. Quand même. Quand même, quand même. Sinon, surtout que là, il y en a deux, c'est deux espèces de races montagnardes. Et donc, ils ont une laine, mais ça pousse. Donc, ouais, il faut les tondre. Il y a des chèvres aussi à Groing-Groing. Je dis ça par... j'ai une petite idée en tête. Il y a des chèvres, il y a des brebis, et il y a des vaches. Est-ce que vous devez traire ? Ah bah non, parce que ça serait de l'exploitation. Il n'y a pas besoin de les traire parce qu'ils n'ont pas eu l'agneau, ou le cabri, ou le veau. Et s'il y a production de lait, il y a forcément... et ça, beaucoup n'en ont pas conscience. Énormément de personnes, même des gens qui... Ils aiment bien les animaux. Hein. Quand on leur explique vraiment ce que c'est que le verre de lait qu'ils boivent, ils n'ont pas conscience que derrière, il y a eu un veau qui est né pour que la mère puisse avoir du lait. Comme n'importe quel mammifère, en fait, tout simplement. En fait, n'importe quel mammifère féminin ne produira du lait que s'il y a un enfant. Et donc là, non, on ne fait pas de traite. Tous les animaux sont stérilisés. Comme ça, pas de reproduction, on est tranquille. Ils sont stérilisés par un vétérinaire. Ouais. Ils sont endormis, ils sont stérilisés proprement. Ils ne souffrent pas de ça. Hein. Ils ne souffrent pas, ça apaise tout le monde, c'est fait dans les règles de l'art, c'est propre. À tout point de vue, propre éthiquement. Oui.
Donc voilà, je voulais insister sur ce point de l'industrie laitière, qu'elle concerne les bovins, les caprins, les ovins. Vraiment, il n'y a pas de lait sans tuer de petits, en fait, que ce soit des agneaux, des veaux ou des cabris. La vie d'une vache à lait, c'est pas bien glorieux. Et vrai. Toutes les mères finissent aussi à l'abattoir, pratiquement. C'est ça. Si elles font pas leurs 30 litres, c'est un exemple, mais je pense, il me semble que c'est ça, entre 20 et 30 litres. Si elles le font pas par traite, donc 2 fois par jour, il n'y a plus l'aspect financier qui ne correspond pas, qui est hors charte. 25 au lieu de 30, c'est une vieille. Allez hop, abattoir. Allez, salut. Voilà. Ouais. Donc là, est-ce que vous êtes plus apaisé dans votre idéal de... J'ai plus cette gêne que j'avais, parce que dès que je suis devenu berger, je savais que ça m'avait posé problème dès le départ. Et puis je me suis dit, peut-être que je vais réussir à passer au-delà. Comme le font tous les bergers et tous les éleveurs. Le temps passe, et que plus le temps passe, et moins je passais au-delà, en fait. Et c'est même là que je suis devenu végétarien. Donc c'était ça l'ironie, en fait. C'est que là, j'ai une contradiction dans ma tête, c'est que je produisais de la viande d'agneau. Parce que berger, c'est producteur de viande d'agneau, si on emploie des termes crus. Mmh. C'est ça, en fait, la réalité. Mais je ne pouvais plus manger de viande. Donc il y avait déjà une petite incohérence. Dès le début pas dès le début, non. Non. Ça s'est fait tranquillement, progressivement, vraiment progressivement. Au début, mais je pense comme beaucoup au final, je me suis dit, oui, mais j'achète ma viande chez le boucher parce que c'est de meilleure qualité, donc l'animal a été mieux traité. Et qui n'est pas totalement faux, on va dire. Mais la finalité, c'est la même. T'inquiète que c'est pas toi qui vas endormir ta vache tranquillement. Elle va partir dans les mêmes conditions et elle va se faire malmener dans les mêmes conditions et tout sera pareil, quoi. Elle aura eu peut-être une vie un peu plus paisible avant, un peu moins stressante. C'est ça, elle aura vu un peu plus d'herbe. Voilà, mais elle aura le stress du camion. Et le stress tout pareil. Donc vous êtes végétarien, là ? Je suis végane maintenant. Maintenant, vous êtes végane. C'est mon arrivée à Grand Loin qui m'a donné le petit coup de pied au cul qui me manquait. Ah, il y a eu un petit déclic à Grand Loin ? C'est surtout que moi, j'avais pas envie de faire les choses mal. C'est-à-dire, j'avais envie de me renseigner avant, de faire que ce soit un bénéfice pour aussi mon corps, en plus de l'éthique qu'il y a derrière. Et sauf que j'avais pas la moindre idée de savoir comment devenir végane. Et donc, je me suis mis un coup de pied au cul parce que dans un environnement comme Groing, ça pousse à le devenir un peu quand même. Et puis, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont donné des petits tips, qui m'ont dit tiens, va faire le Veggie Challenge sur L214, tu vas voir, on apprend beaucoup de choses. Et puis, tiens, je vais faire ça. Voilà. Et puis, non, mais finalement, c'est pas si difficile que ça, en fait. Une fois que t'as les bases, en fait, c'est pas insurmontable. Donc c'est comme ça que je suis devenu. Et là, ça fait plusieurs mois maintenant. Et alors, comment ça va ? J'ai jamais eu la pêche comme ça physiquement. C'est vrai ? Ouais, je l'attendais pas. Honnêtement, je l'attendais pas, ça. Je pensais que ça allait surtout m'apaiser l'esprit. Mais alors, mon corps, je me sens, j'ai une pêche, quoi, mais hallucinant. Je fais les choses bien, attention. Je fais vraiment, je respecte mes équilibres et tout. Mais je me sens j'ai une énergie, mais assez folle. Donc, tant mieux. Tout bénef. Ah oui, pour tout le monde, là. Ouais. Alors, on ne l'avait pas dit jusqu'à présent, mais vous avez eu un passé aussi de cuisinier, cuistot. Ouais. Je parle de ça parce que vous découvrez la nourriture végane depuis quelques mois. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui s'est passé quand vous étiez cuisinier, combien de temps ça a duré et si vous avez quelques expériences à nous livrer? Et moi, comme je suis arrivé en seconde et que j'aimais absolument pas le lycée ni le système scolaire parce que je me retrouvais pas là-dedans. Peut-être parce qu'il y a un petit côté marginal en moi qui a toujours un peu été là. Et que je savais pas quoi faire de ma vie. Et que j'avais vraiment pas envie de me taper le lycée, quoi. Vraiment pas. J'ai commencé un apprentissage en cuisine dans un petit resto traditionnel picard, parce que j'habitais en Picardie.
Et donc, à 16 ans, en fait, je suis devenu cuisinier. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années en tout. J'ai été cuisinier, donc beaucoup cuisine-brasserie, où j'ai travaillé pour une grande chaîne nationale, où j'ai cuisiné énormément. Mais quand je dis énormément, c'est énormément de viande. Mais c'est des tonnes. Des tonnes et des tonnes et des tonnes. Même moi, je pense que j'arrive pas à mettre un chiffre sur ce que j'ai fait. En fait, en 15 ans, 20 ans, je sais pas exactement, mais durant cette période, c'est tellement démesuré que à la fin, j'arrivais même plus à avoir un steak, quoi. Il m'écœurait littéralement. La vue, en fait, quoi. La vue me... C'est quoi? C'est l'aspect chair à vif? C'est quoi? Ou c'est le fait d'en avoir trop? Ouais, c'est trop. C'est les conditions, c'était l'odeur, c'était la fumée qui s'en dégageait, c'était... parce que, pour le coup, avec la viande, moi, j'ai jamais eu... pour moi, la viande, le steak, c'était pas une vache. Comme je pense beaucoup d'ailleurs au passage. J'avais pas ce rapport à la viande, en fait. J'avais pas de conscience que ça a été un animal. Ça n'a pas été pareil pour les poissons, parce qu'en plus, après, moi j'étais jeune, on m'avait dit tu fais comme ça. Donc pour moi, les choses se faisaient comme ça, je ne me posais pas de questions. Et en fait, au cours de cette période de cuisine, j'ai fait des choses, on m'a fait faire des choses qui m'ont planté des graines, où je savais qu'au moment où je les faisais, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais on me demandait de faire les choses, j'étais payé pour ça. Ça pouvait se faire que comme ça, parce que je suis issu d'un milieu qui n'est absolument pas végétarien. On n'a jamais fait de mal aux animaux, mais j'étais pas issu. Pour moi, les choses se faisaient normalement. On mangeait 2 fois de la viande par jour, c'était normal. En fait, c'était normal. On mangeait du fromage, des œufs, tout était voilà. C'est comme ça qu'on mangeait, qu'on s'alimentait. Et donc, malgré tout, moi, cet amour pour les animaux que j'avais, il n'était pas présent par rapport à la viande parce qu'en fait, je recevais des morceaux de viande. Mais il y a eu 2-3 trucs. Moi, les poissons, c'est un peu plus délicat parce que j'ai le souvenir. Donc, j'avais 16 ans, donc j'ai un gamin. Faut pas rêver. 16 ans, t'es encore un enfant. Et en fait, on m'a apporté des truites pêchées du matin. Mais les truites pêchées du matin sont encore vivantes. Elles agonisent. Elles sont pas bien, hein, mais elles agonisent, mais elles ont encore un soupçon de vie en elles. Elles bougent encore. Et en fait, on me les faisait littéralement éventrer et viscérer. Vivantes? Ouais. Mais pourquoi? Bah pour les vider, parce qu'elles étaient fraîches. Et pourquoi pas les tuer avant? Pas parce que ça se faisait pas comme ça. Ça peut perdre du temps? Parce qu'on a toujours fait comme ça. On en revient. Moi, je suis assez en colère contre cette phrase qui est la phrase la plus dangereuse du monde. Mais on a toujours fait comme ça. Donc pourquoi assommer une truite alors qu'on peut juste... ça va plus vite. Ouais. Et donc oui, je me souviens en fait que je devais éventrer avec un couteau des truites qui frétillent encore. Donc là, j'ai commencé à tilter. Là-dessus. C'est étonnant que ce soit avec... Enfin, c'est rare, je pense, qu'il y ait une prise de conscience avec des poissons. Avec des poissons, j'ai aussi une belle prise de conscience avec une petite écrevisse. C'était dans un restaurant très huppé. Donc à la carte, il y avait des écrevisses. Et en gros, pour cuisiner une écrevisse, il faut la châtrer. Et en gros, si on prend l'écrevisse et la nageoire de la queue, elle se divise en 5 petits éléments. Ouais. Et on prend celle du centre, on donne un quart de tour et on tire cette espèce d'intestin qu'il y a. C'est un petit intestin noir, en fait, qui donne mauvais goût à la chair. Et donc, on fait ça sur des écrevisses vivantes avant de les ébouillanter. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ça serait trop facile si on faisait une par une. Sauf qu'on m'a amené des caisses d'écrevisses, avec dedans, je peux pas vous dire, mais 100, 200 écrevisses. Donc en fait, la première qu'on châtre, elle reste pendant 1 heure ou 2 avant de se faire bouillir. Vivante aussi. C'est ça. Et donc, moi, je me souviens qu'en fait, je faisais ça, et j'aimais pas ça, hein. Je comprenais pas pourquoi. Déjà, en fait, on les entend crier. Ah bon? Parce qu'une écrevisse crie.
Vraiment, c'est assez... Et je me souviens, en fait, mais c'est marrant parce que j'ai ce souvenir très particulier. Donc, j'essayais d'éteindre mon cerveau. Hein. Je faisais un truc qui me plaît pas, mais je le fais parce qu'on me demande de le faire. Et à la chaîne, en plus. À la chaîne, voilà. Hein. Et puis, je me souviens, en fait, que... Alors, donc, il y a une caisse avec les écrevisses non châtrées, une caisse avec les écrevisses châtrées, en fait. Et donc, tu passes d'une caisse à l'autre. Ça dure... l'opération, elle dure 5 secondes. Tac, tac, tac. Voilà. Et je me souviens en fait que donc je faisais un truc et à un moment en fait j'ai regardé en fait la caisse de châtrée et là il y en avait une avec ses petits yeux globuleux là qui me regardait droit dans les yeux et elle m'a transpercé. Je sais pas pourquoi. Je me suis senti mais coupable. Je me suis vraiment dit je suis désolé ma belle quoi de ce que je te fais. Je suis désolé petite écrevisse quoi. T'as des raisons de me détester. Alors ça a été une pensée machin. Après j'ai repris mon mur. Et cette petite écrevisse m'a remarqué, parce que je vous parle de ça, c'est un truc qui s'est passé il y a 25 ans, quoi. 25 ans. Et cette écrevisse, en fait, ça a été peut-être la première graine du bien-être animal qui a germé en moi, peut-être. C'était une petite écrevisse. Merci pour cette histoire, en tout cas. Je mange plus d'écrevisses, du coup. Oui, bah non. Et plus d'animaux marins, j'imagine. Ouais, plus d'animaux du tout, de toute tout façon. Court, ouais. Bon, et maintenant, maintenant, vous faites de la cuisine végane. Enfin, de la cuisine pour vous. Vous cuisinez pour vous, maintenant. Ouais, maintenant, je cuisine pour moi, je m'éclate. Ouais. Je m'éclate, je remets tout en question. Ouais. C'est super facile, en fait, au final. Cuisiner vegan ? Ouais, c'est que des réflexes à prendre. Enfin, par rapport à mon passé, parce que j'ai 15 ans de cuisine quand même, donc j'ai toutes les bases. Parce que j'ai vraiment appris la cuisine traditionnelle, moi. Vraiment, la cuisine 100% française, quoi. Typique. Voilà, moi, je suis le roi de la blanquette. Vous me demandez de faire une blanquette, je vous fais un truc, mais qui va sortir. Voilà. Je vous la ferai pas, mais je suis capable de le faire. C'est vraiment ma cuisine à moi. Et du coup, en fait, il faut juste adapter quelques produits, quelques techniques. Il faut se renseigner un peu. Là, en ce moment, je découvre la pâtisserie végane. Ah, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est très intéressant. Pas pour ma santé, mais très, très intéressant. Et ouais, non, je m'éclate bien. Il suffit juste d'acheter quelques livres, de se renseigner un peu. Il y a des super blogs. C'est très facile. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez découvert et que vous avez aimé ? J'avais jamais mangé de tofu, en fait. Parce qu'en plus, on est un peu borné parfois. Hein. Et c'était vraiment le truc du bobo végétarien qui connaît rien à la vie, qui a jamais fait élever une poule pour manger ses œufs. Bref. Donc oui, le tofu, non. Mais là, j'ai découvert le tofu et c'est quand même la source principale de protéines, quand même. Quoi. C'est une super source de protéines et de plein de choses. Oui, c'est ça. Et puis c'est bon. Hein. Enfin, bien fait, c'est bon. Donc j'ai découvert le tofu, voilà, c'est ça. Donc, ok, il faut savoir le cuisiner, en fait. C'est un peu comme beaucoup d'ingrédients, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, ouais, il y a des petites combines. Facile de remplacer les œufs, c'est pas si... Voilà, il y a plein de façons de faire. Vous avez essayé la blanquette végétale ou pas ? Non, pas encore. Ah. Non. Prochaine étape, peut-être. Oui, non. et puis moi, je fais tout moi-même aussi, quoi. Parce que j'ai aussi une méfiance envers l'industrie agroalimentaire, qu'elle soit végane, qu'elle soit bio, qu'elle soit etc. Mais ça c'est pas nouveau. Ça fait des années que c'est comme ça où je me fais tout moi-même. Mais de la pâte brisée à la pâte feuilletée, à tous mes légumes ils sont frais, je fais tout. Voilà. Pour moi, c'est la première chose avant tout. Je commence par là, déjà, de tout faire. Et après, je m'améliore. Est-ce que vous avez une petite recette à nous partager ? Parce que ça fait partie des questions qu'on pose à la fin des épisodes à tous nos invités et toutes nos invitées. Du coup, je me risque à poser cette question. J'en aurais 10 000. Alors, une simple. Une simple, en fait, c'est galette de lentilles. Galettes de lentilles ? Ouais, les petites galettes de lentilles, ça passe partout, c'est super bon, ça se fait super facilement. Il suffit juste de cuire 80 grammes de lentilles jusqu'à temps qu'elles soient purées, de faire tremper 100 grammes de flocons d'avoine pendant ce temps-là, ciseler une échalote ou deux, ciseler, c'est coupé en tout petits cubes, assaisonner le tout. Une fois que tout est cuit, une fois que les lentilles sont cuites, le mettre dans un saladier, mettre l'avoine égouttée dessus, ajouter 3 cuillères de maïzena,
assaisonner. Assaisonner, c'est quoi? Huile d'olive, par exemple? Huile d'olive, moi j'adore sel. le curry, le curcuma, j'en mets partout. Un peu de cumin, si on veut un côté indien. Du sel, c'est bien de relever quand même. Un filet d'huile. Moi je mets un tout petit peu de concentré de tomate, histoire de lier la chose. En fait, c'est un très bon liant, le concentré de tomate. Un petit peu de crème de soja, et je mixe tout au mixeur plongeur. Je mixe, ça fait une sorte de purée. Et il suffit juste en fait de cuire ça tranquillement à l'huile d'olive dans une poêle, sans trop de violence, cuisson douce, et puis de la retourner. Et puis voilà. Ça fait une grosse galette. Ça fait, on peut faire en fonction de si elle est liquide ou pas. On peut faire vraiment comme un steak, un steak végétal. On peut faire un peu plus fin, ça fait comme une sorte de crêpe, un peu comme ça. Trop bien. Et ça, c'est top. Ça se fait super facilement, c'est absolument pas cher. Et puis après, si vous avez, vous pouvez rajouter des petits cubes de courgettes dedans dans votre préparation. À partir de là, c'est une base. Après, on en fait ce qu'on en veut. Trop bien. Ah, c'est chouette, je vais essayer. C'est facile. Bon, on arrive vers la fin de cet épisode. Rien à rajouter? Mangez bien. Essayez un maximum de manger le mieux possible. Si vous pouvez, faites-vous à manger. C'est pas très difficile de se faire bien à manger. Et puis, aimez les animaux qui sont autour de vous. Aimez les animaux tout court. Et puis, respectez-les. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, Rose. Voilà, chers auditeuristes, c'était ma rencontre avec Laurent, avec qui j'ai adoré discuter. J'en ai appris beaucoup, une nouvelle fois, sur les pratiques ignorées et pourtant communes de l'élevage et celles de la cuisine. Et je suis encore et toujours étonnée du mépris que nous, humains, avons pour les autres animaux. Heureusement, certaines personnes comme Laurent parviennent à remettre en question leur parcours, leurs idées et ont le courage de changer de vie. Je trouve ça si inspirant. Je vous note bien sûr la recette des galettes dans la description de l'épisode. Si cet épisode vous plaît, je compte sur vous pour le partager sur les réseaux, pour mettre des étoiles dans Apple Podcast ou Spotify ou des pouces sur YouTube. Et surtout, laissez-moi vos avis et commentaires. À très vite.